L'enregistrement est en cours. Ok, bonsoir à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Merci que vous êtes connectés pour ce meet-up. Alors, ce soir, nous avons l'occasion d'accueillir M. Ousmane Diop, qui est Data Science Manager, qui va nous entretenir sur le thème données synthétiques, une réponse aux défis de la data governance. Alors, je vais le laisser se présenter et débuter son allocution. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Sandrine. Donc, je m'appelle Ousmane Diop et je suis ravi d'être là parmi vous dans ce webinaire pour aborder le sujet sur tout ce qui tourne autour de la science des données, de la data governance et surtout des données synthétiques. Donc, j'ai fait mes classes à l'ESMT à Dakar où j'ai fait ma licence en télécom et en informatique et puis mon master en management de la transformation digitale. Donc là, actuellement, je travaille dans une institution de recherche en santé publique à l'IRSF depuis bientôt 4 ans en tant que data science manager. Donc, je m'occupe de tout ce qui est gestion des données et conception de solutions d'IA dans le domaine de la santé, mais également dans tout ce qui est développement de plateformes web, de plateformes no-code, low-code plateformes. Donc, sans plus tarder, on va débuter la présentation. Je vais partager mon écran. Parfait. Vous voyez mon écran? Salut. Oui. Parfait. Donc, on va parler aujourd'hui de données synthétiques comme une réponse aux défis de data governance qu'on rencontre souvent dans les organisations. Donc, pour l'agenda de cette présentation, dans le premier temps, on va faire une petite introduction, définir les différents objectifs de cette section, aborder la gouvernance des données, c'est quoi, et puis également les challenges auxquels souvent beaucoup d'organisations sont confrontées. Parce que souvent, il y a plusieurs prérequis qui le négligent. Ensuite, nous aborderons c'est quoi les données synthétiques, les différents types de données synthétiques qui existent et comment les données synthétiques pourraient apporter des solutions aux défis de data governance auxquels sont confrontées les organisations. Ensuite, nous aborderons les différentes méthodes de génération de données synthétiques, les applications des études de cas réels sur lesquelles on pourrait utiliser des données synthétiques, les limites et risques auxquels, parce qu'en fait, générer des données synthétiques, c'est comme de l'IA, il y a des limites et des risques, c'est pas totalement vrai. Et puis, la dernière partie, ça sera une petite démonstration de comment on peut générer des données synthétiques avec du Python. Donc, pour les objectifs de cette présentation, comme je l'ai évoqué, l'idée c'est qu'à la fin de cette présentation, les participants puissent avoir une idée claire de c'est quoi la gouvernance des données. C'est quoi également, à quoi riment les données synthétiques, comprendre les différents principes et fonctionnements des modèles GAN et CT-GAN, et puis le processus pour développer et puis générer des données synthétiques. Donc, la gouvernance des données, comme son nom l'indique, permet de définir des cadres de politiques, de processus et des normes qui garantissent la bonne gestion, la sécurité et puis surtout l'utilisation des données au sein d'une organisation. Donc, c'est scindé à plusieurs volets, mais les principaux volets touchent à la confidentialité des données, le partage des différentes données, que ce soit en interne ou bien à l'externe, le volume des données, et puis le cycle de vie de gestion des données, de la création, de la collecte, jusqu'à l'exploitation et le stockage, en passant par le stockage et le traitement. Donc, ça tourne autour de 4 points, que ce soit la sécurité et la conformité des données, la prise de décision, parce que les données aident à la prise de décision, la collaboration en interne, parce que souvent, au sein d'une organisation,
il y a plusieurs types de départements. Chaque département produit des données. Et parfois, certains départements peuvent être amenés à devoir collaborer ensemble. Donc, cette collaboration en interne. Et puis, surtout les relations externes avec des entités externes, des organisations externes, quand il s'agit de partage de données avec d'autres entités. Donc, la gouvernance des données au sein des organisations fait face à plusieurs challenges. Déjà, il y a un accès restreint aux données sensibles. Souvent, les données sensibles au sein des organisations, les gens ne veulent pas les partager. C'est tout à fait normal, mais également, c'est un frein. Donc, d'où la rétention institutionnelle ou politique. Il y a beaucoup de rétention de données, surtout dans notre contexte africain ou bien sénégalais. Il y a également le risque juridique et éthique lors du partage. Il y a pas mal de vides juridiques actuellement au Sénégal pour tout ce qui tourne autour du partage de données, surtout dans le domaine où j'évolue, le domaine de la santé. Et puis, la fragmentation des sources de données. Comme je l'expliquais, les données sont en silo, un peu éparpillées un peu partout. Donc, ce sont ces principaux challenges auxquels sont confrontés beaucoup d'organisations. Donc, face à ces challenges, les données synthétiques peuvent être une alternative. Donc, c'est quoi des données synthétiques? C'est tout simplement des données qui sont générées par l'IA. Surtout, dans notre cas précis, c'est surtout des réseaux de neurones avec le deep learning. Donc, ce sont des données qui sont générées artificiellement et qui imitent les données du monde réel, tout en préservant les propriétés statistiques. Donc, là, on distingue 3 catégories. Les données entièrement synthétiques. Donc là, aucun point des données réelles n'est utilisé. Et puis, nous avons ensuite les données semi-synthétiques. Donc, certains éléments de ces données sont réels et d'autres sont générés de manière synthétique. Et puis, le troisième volet des données différentiellement privées. Donc, pour ce type de cas, elles préservent la confidentialité avec des garanties mathématiques derrière. Donc, les méthodes de génération de données synthétiques existent. Donc, il y a les méthodes classiques qui utilisent tout ce qui est méthode statistique avec les propriétés statistiques comme les modèles gaussiens. Mais également l'utilisation des règles et de logiques prédéfinies avec l'échantillonnage aléatoire à partir des différentes distributions sur les données. L'utilisation des modèles de machine learning comme les forêts d'arbres aléatoires et puis les modèles de régression, entre autres. Et puis le deep learning avec les réseaux de neurones artificiels comme Generative Adversarial Network, GAN. Donc, c'est ce dernier exemple qui va constituer notre thématique d'aujourd'hui. Donc, on va se concentrer plus sur ce volet. Donc, ensuite, une petite définition de l'IA générative. Donc, l'IA générative, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Donc, orienté sur, bon, vous le savez déjà, sur la création de contenu, texte, images, vidéos, ou bien même du code, en se basant sur des modèles et des données. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qui est ChatGPT, Gemini, Copilot, entre autres, avec les transformers. Donc, je crois que vous êtes bien placé pour comprendre un peu c'est quoi l'IA générative. Donc, il y a également le Generative Adversarial Network, le GAN. Je vais l'aborder un peu plus en détail dans les slides à venir, mais ici, l'idée, c'est que c'est 2 réseaux neuronaux, le générateur et puis le discriminateur. Donc, pour l'IA générative, il y a plusieurs types d'IA qui existent. Il y a des IA comme ChatGPT, Gemini, Copilot qui permettent de générer du texte, pas que du texte, mais qui permettent de générer du texte. Il y a des IA qui sont spécialisées en génération d'images comme Midjourney ou bien DALL. Également la génération de vidéos avec Synthesia ou bien Runway ML. L'audio également avec L20 Labs et Valley. Et puis pour la génération de code avec le célèbre GitHub Copilot, Codex ou bien entre autres Bolt. Donc, ce sont tous ces IA qui existent aujourd'hui et qui permettent de répondre à certains types de use cases, d'études de cas. Donc, le principe de l'IA générative, c'est d'abord l'entraînement. Donc, le modèle est entraîné sur des milliards de données de texte.
et puis apprend des relations de ces structures qui existent dans les données. Donc, une fois la phase d'apprentissage, ensuite, il y a la phase de génération où, une fois entraîné, le modèle peut générer un nouveau contenu en prédisant le mot ou bien le pixel si on est dans un contexte pour générer des images ou une vidéo ou bien des notes suivant en fonction des données qu'il reçoit. Donc, c'est un peu le principe avec ChatGPT aujourd'hui. Et puis, le fine-tuning avec la possibilité pour ces modèles d'être ajustés pour des tâches spécifiques ou bien des domaines spécifiques afin d'améliorer leur performance et leur prédictibilité. Donc, une fois qu'on a abordé l'IA générative, le modèle GAN. Donc, le modèle GAN est un modèle très populaire en tout ce qui concerne la génération de données synthétiques. Donc, c'est un modèle composé de réseaux de neurones pour générer des données synthétiques ressemblant à des données réelles. Donc, ça a été introduit par Ian Goodfellow, qui est un ex du MIT, qui a créé cette solution et qui est largement utilisée dans les domaines tels que la génération d'images aujourd'hui, l'augmentation des données et puis la création de données synthétiques. Donc, les composantes des modèles GAN, nous avons dans un premier temps le générateur. Donc, le générateur crée des données fictives à partir de bruits aléatoires. Et puis, une fois qu'il crée ces données fictives, le discriminateur joue le rôle d'évaluateur. Donc, c'est lui qui évalue et distingue les données réelles et les données fictives. Donc, c'est lui qui évalue les données qui sont fournies par le générateur. Ensuite, l'adversarial impliquant ou caractérisé par un conflit ou une opposition. Donc, ici, c'est plus l'aspect scoring. Donc, à chaque fois que le générateur arrive à duper le discriminateur, il a un bon score. Si le discriminateur arrive à identifier les données fake, entre guillemets, les données synthétiques, et à les distinguer des données réelles, donc c'est le discriminateur qui gagne, qui a un bon score, et le générateur a un malus. C'est un peu ça le principe. Donc, ces modèles permettent de préserver la confidentialité des données, de capturer des distributions de données qui sont complexes. Et puis, ils sont adaptés pas uniquement aux données tabulaires comme des données sur Excel ou bien SQL ou bien CSV, mais également des données, des images, du texte, entre autres. Donc là, c'est un exemple du principe du processus avec les modèles GAN. Donc, comme je l'expliquais tantôt, le générateur, comme vous le voyez avec les différents points, c'est un modèle de réseau de neurones. Donc, le générateur génère des données pratiquement de manière aléatoire. Et à côté de ces données générées aléatoirement, ces données synthétiques, nous avons les données réelles. Maintenant, c'est le discriminateur qui évalue si les données synthétiques fournies par le générateur, ce sont des données synthétiques ou bien ce sont des données qui ont été générées ou bien ce sont des données réelles. Donc, une fois que le discriminateur également, comme le générateur, c'est un réseau de neurones. Donc, une fois que le discriminateur évalue ces deux types d'échantillons, il fait une prédiction en disant que voilà, les données que m'a fourni le générateur, ce sont des données réelles ou bien des données synthétiques. Mais c'est un processus qui est itératif, ça se répète. Donc, au début, le générateur, systématiquement, à chaque fois qu'il génère des données synthétiques, le discriminateur va facilement pouvoir identifier ces données synthétiques des données réelles. Maintenant, une fois qu'il identifie, il renvoie une réponse au générateur. Donc, le générateur va s'améliorer petit à petit, au fur et à mesure, jusqu'à arriver à un certain moment à vraiment produire des données synthétiques qui ressemblent à des données réelles. Donc, à ce moment-là, le discriminateur ne pourra pas différencier les données synthétiques des données réelles. Donc, entre guillemets, ces deux acteurs tirent chacun l'autre vers le haut. Donc, le discriminateur sanctionne, le générateur évolue jusqu'à un certain stade où le discriminateur ne pourra plus faire la distinction. Donc, c'est à partir de ce moment où on a des données synthétiques qui sont quasiment comme des données réelles. Donc, c'est un peu le principe. C'est un résumé dans ce graphique. Donc,
Voilà, donc c'est un peu les différentes étapes pour le processus. Donc, en entrée, on fournit des données. Donc, ensuite, on initialise le générateur. Donc, ensuite, on initialise le réseau de neurones du discriminateur. Ensuite, on arrive à la phase d'entraînement qui est itératif. Donc, comme je l'ai expliqué, le générateur produit des échantillons de données synthétiques à partir d'un vecteur de bruit noise aléatoirement. Donc, ensuite, le discriminateur reçoit un mélange de données réelles et synthétiques et tente de classer chaque échantillon, comme je l'ai expliqué. Donc, c'est un peu le principe, hein. C'est très simple. Donc, si je vais donner un exemple dans la vie réelle, ça serait par exemple un faussaire et puis un policier. Donc, le faussaire, c'est quelqu'un qui, par exemple, crée des faux billets. Donc, à chaque fois qu'il crée des faux billets, il passe au poste de police, ou bien, je ne sais pas s'il doit voyager, il passe au poste de police, voilà, exactement. Et puis, le policier regarde ces billets et puis arrive à détecter que ces billets, en réalité, ce sont des faux billets. Donc, une fois qu'il a détecté que ce sont des faux billets, le faussaire va améliorer son processus jusqu'à un moment donné où ces faux billets seront tellement réels que le policier ne pourra plus identifier les faux billets des vrais billets. Donc, c'est un peu un exemple simple pour un peu comprendre le mécanisme de fonctionnement de ces modèles GAN. Donc, après le GAN, nous avons le CityGAN, qui est une variante du GAN, spécialement conçue pour générer des données tabulaires. Donc, c'est purement orienté sur des données tabulaires. Donc, voilà. Donc, adapté à la fois ici aux variables continues comme aux variables catégorielles. Donc, le laboratoire d'IA du MIT l'a introduit dans le cadre du projet Synthetic Data Vault SDV. Ils ont d'ailleurs même un compte GitHub où ils mettent régulièrement à jour leur modèle là-bas. Et puis là, contrairement, comme je l'ai dit, aux modèles GAN traditionnels qui ont du mal avec les données tabulaires en raison des distributions complexes, le CityGAN gère efficacement non seulement les variables catégorielles qui sont déséquilibrées parfois, et puis les distributions multimodales. Donc, pourquoi utiliser le CityGAN pour la génération de données synthétiques? Donc, le CityGAN gère les types de données mixtes, résout des problèmes de déséquilibre qu'on observe parfois au niveau des données, et puis capture mieux les distributions de données complexes. Et puis, surtout, préserve les relations qui existent entre les différentes variables d'un jeu de données, d'une base de données, quoi. Donc, là, c'est une petite comparaison entre le GAN et le CityGAN. Donc, les modèles GAN traditionnels ont des difficultés à traiter les données tabulaires. Donc, ça, c'est un fait. Mais également, ont des difficultés avec les variables catégorielles déséquilibrées, les données numériques, et sont très sensibles aux données manquantes. Donc, souvent, dans les données réelles auxquelles nous sommes confrontés, il y a beaucoup de données manquantes, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Donc, avec les modèles GAN, c'est un peu compliqué. Maintenant, le CityGAN s'impose comme une vraie alternative au GAN, à la mesure où c'est très adapté aux données tabulaires, transforme bien les variables continues, permet d'avoir une bonne représentation des données catégorielles, même si ces données sont parfois déséquilibrées. Et puis, le CityGAN également permet de mieux gérer tout ce qui est données manquantes. Donc, c'est vraiment un modèle qui est très, très performant et très adapté aux données tabulaires. Donc, les données tabulaires, hein, ce sont comme des fichiers Excel parfois ou bien des données sur SQL ou CSV, entre autres. Donc, les différents types d'applications qui existent pour ces modèles, c'est adapté dans le contexte de la recherche et de l'innovation en santé, le domaine où j'évolue. Donc, parfois, on est amené à partager des données sensibles sans exposer on va les données en injectant vraiment des données confidentielles sensibles. Mais avec ces modèles qui nous permettent de générer des données synthétiques, qui ne vont pas violer la réalité. Donc, c'est une bonne alternative.
Donc, mais également faire des tests et puis développer des solutions d'IA. Donc, comme les données synthétiques sont des données qui sont générées, on peut utiliser ces données générées pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, sans pour autant faire recours aux données réelles. Ensuite, c'est très utile également pour le renforcement des systèmes de cybersécurité. Donc, dans le domaine de la sécurité informatique, de la cybersécurité, il y a beaucoup de tests qui sont effectués pour voir s'il y a des failles dans les systèmes et tout. Donc, dans le cadre de ces différents tests et scénarios d'attaque fictifs, les données synthétiques peuvent être très utiles. Également, dans le contexte éducatif et la formation, l'utilisation dans les programmes de formation pour simuler des cas réels sans compromettre des données personnelles. Donc, si je donne un exemple au niveau de l'université ou bien une école de formation comme le SMT, par exemple, des étudiants doivent faire un module sur l'IA ou bien l'analyse de données. Donc, voilà, donc il y a la possibilité, au lieu d'aller par exemple sur GitHub ou bien sur Kaggle, d'utiliser des données réelles, de générer des données synthétiques et que ces étudiants puissent utiliser ces données synthétiques pour apprendre avec effet du machine learning ou de l'analyse de données. Il y a également le dernier point, un autre type d'application, l'interopérabilité et puis les tests d'intégration. Donc, avec les données synthétiques, la vérification du bon fonctionnement des systèmes informatiques sans forcément faire recours aux vraies bases de données. Donc, ce sont quelques applications qui sont possibles avec les données synthétiques. Il y en a d'autres, hein, mais bon, ce sont les principaux que j'ai pu identifier. Et puis, comme toute solution d'IA ou toute technologie, ces modèles ne sont pas sans risque. Elles présentent également des limites. Donc, l'une des limites, c'est que les données synthétiques peuvent ne pas bien capturer certaines structures complexes ou rares des données. Parfois, les données ont des structures qui sont assez compliquées, assez complexes. Les données synthétiques, à l'heure aujourd'hui, présentent des limites. Mais bon, il y a beaucoup de R&D qui est effectué derrière, donc ces modèles évoluent dans le temps. Donc, il y a également l'aspect des biais. Donc, les données réelles auxquelles nous sommes confrontés au quotidien contiennent beaucoup de biais. Donc, les données synthétiques, si on utilise des données qui ont des biais, donc naturellement, il y a ce risque que les données synthétiques également génèrent des biais. Donc, parfois également, l'aspect confidentialité n'est pas fameux. Donc, une mauvaise implémentation ou bien il y a le risque également de overfitting ou bien underfitting avec tout ce qui est sur l'apprentissage du modèle peut entraîner des fuites d'informations sensibles. Il y a ce risque. Et puis, parfois également, la validation peut être compliquée. Il est parfois difficile d'évaluer si la fidélité des données synthétiques à travers des indicateurs standards. Donc, et puis, le dernier volet, c'est l'aspect réglementation et éthique. Les données synthétiques aujourd'hui ne sont pas encore acceptées par tout ce qui est communauté éthique ou bien réglementation ou régulateur. Donc, voilà. Donc, ensuite, nous allons enchaîner après cette brève partie théorique sur la partie pratique pour générer des données synthétiques en utilisant le modèle Citigal. Donc, ici, l'approche un peu, c'est très simple. On va utiliser des données réelles en entrée et puis entraîner le modèle Citigan sur ces données. Et puis ensuite, générer des données synthétiques, les stocker dans un fichier CSV ou dans une base de données. Mais donc, dans notre cas, on va juste le stocker dans un fichier CSV. Et puis, faire une petite comparaison des distributions qui existent au niveau des variables de visualisation. Voilà. Donc, c'était la partie théorique de la présentation. Maintenant, je vais enchaîner avec la partie pratique. Voilà. Vous voyez bien mon écran, Sandrine? Oui, c'est toujours visible. Parfait.
Donc là, on va aller sur Google Colab. J'aurais pu aller sur Jupyter ou bien sur VS Code, mais bon, on va aller sur Google Colab et on va utiliser du Python. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'utiliser un dataset. Bon, je vais le montrer dans un premier temps. C'est une base de données diabète qui est disponible sur Kaggle. Donc, on a quelques variables comme le genre, les villages. Donc, ici, on a deux types de villages. Ngassao et Koela, ce sont des villages qui sont au Mali. Le taux de glucose, la pression sanguine, l'insuline, l'indice de masse corporelle, l'âge et puis l'outcome. Donc, l'outcome ici, c'est le fait que la personne est diabétique, oui ou non. Donc, c'est ce petit jeu de données qui est composé de 768 individus. On va essayer de générer des données synthétiques à partir de ce dataset. Donc là, on importe un peu les librairies. Bon, c'est un peu du classique, les librairies dont on aura besoin, du Pandas, du Seaborn, Matplotlib pour générer les graphes et les distributions. Donc ensuite, on installe ici, on installe le package qui s'appelle Citigan pour pouvoir utiliser le modèle. Donc moi, je l'ai déjà installé, pas la peine de l'installer à nouveau. Mais pour l'installer, il faut juste faire la commande pip install et puis mettre le nom du package qui s'appelle Citigan. Je partagerai le compte GitHub officiel de ce package pour que vous puissiez, si tout ce qui est données synthétiques vous intéresse vraiment dans vos domaines respectifs, pour pouvoir effectuer des tests dans le chat après. Donc là, voilà. Donc là, une fois qu'on installe cette librairie, on fait appel à la librairie et puis on récupère le Citigan ici et puis voilà les différents types de packages. Donc là, on charge notre jeu de données diabète. Voilà, donc là, on a notre base de données diabète qui a été chargée correctement. Donc ça, c'est la première étape, l'étape initiale, donc le fait de charger notre base de données. Ensuite, une fois que cette base de données est chargée, la prochaine étape, c'est le pré-processing. Donc, il y a quelques manipulations qu'on devra faire avant d'aller sur la partie training, entraînement de modèle. Donc, essentiellement, ça concerne les variables catégorielles. Donc, ici, dans le cas de notre base de données, les variables catégorielles qu'on peut identifier, c'est village et puis le genre. Donc, il y a un traitement qui est effectué ici avec un encodage de ces variables catégorielles. Donc, dans un premier temps, on les identifie et puis on exécute le code suivant pour effectuer l'encodage. Pour les variables numériques, il n'y a pas la nécessité de faire un traitement particulier parce que le modèle Citigan va le gérer automatiquement. Donc, ici, on a juste besoin de traiter les variables catégorielles de notre jeu de données. Donc, avec ce bloc de code, c'est effectué. On utilise le label encodeur et puis voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on charge à nouveau notre dataset pour voir comment ça s'affiche. Et puis là, on ne voit plus le nom des modalités pour homme, femme, HF ou bien le nom des villages. Donc, ça montre que l'encodage a été effectué avec succès. Donc, une fois qu'on a bien géré les variables catégorielles de notre dataset, la prochaine étape, c'est l'entraînement du modèle. Donc ici, dans un premier temps, on initialise le modèle et puis on fixe le nombre d'époches. Donc le nombre d'époches, pour l'expliquer, époche c'est quoi? C'est un peu le nombre de tours ou bien d'étapes d'entraînement que le modèle doit effectuer. Donc il y a des standards qui ont été définis au niveau du compte GitHub officiel du Citigan. Ici, on va juste utiliser 10 pour entraîner notre modèle, mais on aurait pu utiliser, dans la norme, on peut utiliser 100, 300, 400. Ça dépend du nombre de lignes de notre dataset et puis également du nombre de variables qu'on a.
Donc, si je devais utiliser 100 ou 300, bon, là, ça va prendre un peu de temps pour charger et tout. Donc, juste, on va aller sur 10, ou bien peut-être sur 50, pour voir. Donc là, on est en train d'entraîner notre modèle. Donc là, actuellement, ce qui est en train d'être effectué, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le générateur et le discriminateur sont en train de faire un duel. Je peux aller même sur 100. Hein, voilà, sur 100. Donc là, actuellement, le générateur et le discriminateur sont en train de mener un duel. Le générateur génère des données fake, synthétiques. Le discriminateur lui répond, lui dit que ça, j'arrive à l'identifier, c'est pas bon. Donc, et il y a plusieurs batailles qui sont menées entre eux jusqu'à un certain stade. Donc, une fois que l'entraînement est effectué, c'est complet. Donc là, on a vu que c'est 100 sur 100. C'est ça qu'on avait défini. Donc, l'entraînement, la phase d'entraînement est bonne. Maintenant, la prochaine étape, c'est de générer le même nombre de lignes que la base de données originale. Donc ici, c'est très simple. On utilise juste le modèle .sample. Puis, à l'intérieur, on fait length de notre data frame original pour obtenir la taille de notre dataset. Et que notre synthétique data nous génère le même nombre de lignes. Donc, on avait tout à l'heure identifié que c'était 768 patients. Donc, ici, si on exécute le code, au niveau des données synthétiques qui seront générées, nous aurons également la même taille. Donc, une fois que c'est effectué, la prochaine étape, c'est l'affectation. Donc, les données synthétiques génèrent des valeurs. Donc, il faut qu'on réaffecte les valeurs aux modalités initiales. Donc, ici, si vous remarquez bien, pour la première affectation au niveau de synthétique sexe numérique, on fait un NP NumPy Random Choice entre 1 et 2 en se basant sur la taille du dataset synthétique qui a été généré. Donc, on fait de même pour l'autre variable catégorielle village. Et une fois qu'on a fait cette affectation, les valeurs qui ont été générées par le modèle, les modalités, vont être attribuées aux modalités sources, c'est-à-dire que 1 sera ici M masculin et puis 2 va être féminin. Pour les villages, 1 sera sur Dangasa et puis le 2 sera sur Koila. Voilà, donc une fois que ça s'est effectué, au niveau de la variable gender du dataset qui a été généré, synthetic data, on fait l'affectation directement, et de même pour le village. Voilà. Donc ça, une fois que cette étape est bonne, voilà, on fait de même ici. Voilà, donc là c'est bon. Maintenant, on lui demande de nous faire un petit résumé du nombre de lignes et de colonnes qui ont été générées au niveau de la nouvelle base de données synthétique qui a été générée. Donc là, on a 768 lignes et puis 8 colonnes. Donc, on a généré une base de données qui a le même nombre de colonnes et le même nombre de lignes que la base de données diabète qu'on avait utilisée initialement. Donc, voilà. Donc là, on a la taille. Et puis là, on a la possibilité de télécharger cette nouvelle base de données au format CSV. Voilà. Donc, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, la dernière étape, c'est la comparaison des différentes distributions qui existent. Donc là, on va exécuter cette ligne de code avec les librairies Matplotlib, Seaborn. Maintenant, naturellement, pour tout ce qui est données quantitatives, on peut faire appel à des histogrammes pour avoir une bonne distribution des valeurs. Donc, et pour les données catégorielles, on va juste utiliser une barre plot. Ça devrait faire l'affaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est comparer. Voilà, donc là, c'est bon.
ce qu'on va faire, c'est comparer les différentes variables qui ont été utilisées dans le modèle et puis comparer les distributions entre la base de données diabète source initiale et la base de données diabète qui a été générée à l'aide du modèle Citigan. Donc, ce sont les données synthétiques qui ont été générées. Donc, si on regarde un peu la répartition par genre au niveau des données originaux, voilà, et on compare, on note qu'il y a une petite différence entre la distribution au niveau des données synthétiques et la distribution au niveau des données originaux. Voilà, donc si on continue avec village également, on note également une différence. Donc la logique aurait voulu qu'on ait la même distribution, mais ce n'est pas le cas. Donc si vous remarquez bien entre les données originaux et les données originales et puis les données synthétiques, la distribution n'est pas la même. Donc si on continue, une fois qu'on a comparé les différentes distributions pour les variables catégorielles, on fait de même pour les variables numériques, avec ici le glucose, la distribution entre le jeu de données initiales et puis les données synthétiques. Et puis là, on fait de même pour l'âge. Donc si on remarque bien aussi bien pour l'âge, le glucose, les distributions ne sont pas les mêmes. Et il y a une raison à cela. Donc, il y a plusieurs raisons même, on peut dire. Parce que l'idéal aurait voulu que, une fois qu'on génère les données synthétiques, qu'on ait tout ce qui tourne autour des distributions statistiques et tout, qu'on ait les mêmes distributions entre les données originaux et les données synthétiques. Mais ce n'est pas le cas. Et il y a plusieurs raisons à cela. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'aspect biais des données. Il y a également, si je reviens un peu dans le code, là où on avait, voilà, la phase d'entraînement, on avait fixé à 100 époches. Donc, on aurait pu le mettre à 300, à 600, voilà. Donc, ça va permettre au modèle d'entraîner encore plus et encore mieux pour pouvoir permettre au générateur de duper le discriminateur. Donc, le faussaire, ça revient à l'exemple du faussaire et du policier. Donc, on peut jouer sur ces valeurs, mais il faut éviter également de mettre des valeurs trop grandes parce qu'il y a le risque également de surapprentissage. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle, ici, si vous remarquez bien, les distributions ne sont pas exactement les mêmes. Voilà. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va télécharger notre nouvelle base de données synthétique data, format CSV. Voilà, sur le format CSV, donc, pour un meilleur affichage. Voilà, donc là, c'est bon. C'est bon, ok. Voilà. Donc là, nous avons notre nouvelle base de données synthétique qui a été générée en se basant sur la base de données diabète initiale qu'on avait utilisée. Donc, on a 768 patients et puis voilà, également les variables qu'on avait au départ. Donc, là, on a notre nouvelle base de données synthétique qui n'est pas exactement la bonne réplique de la base de données initiale. J'en ai expliqué les différentes raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas. Maintenant, il y a plusieurs ajustements, méthodes qu'on peut utiliser pour ajuster la phase d'entraînement et puis avoir des résultats encore meilleurs que cela. Bon, je voulais, vu que le temps est un peu limité, je ne voulais pas trop rentrer dans certains détails. Mais un peu, c'est ça le principe pour générer des données synthétiques. Les différentes problématiques de data governance auxquelles sont confrontées aujourd'hui nos organisations en termes d'utilisation des données, de partage, de sensibilité. Comment on pourrait trouver des alternatives pour pouvoir utiliser ces données sans pour autant, entre guillemets, compromettre l'aspect confidentialité.
Je donne juste un exemple lors d'un webinaire que j'avais assisté récemment. Un gars qui était expert en tout ce qui est environnement expliquait que au niveau du Sénégal, les données climatiques ne sont pas accessibles. Il faut faire une demande et il faut parfois même payer. Il faut payer même, voilà. C'est ce qu'il avait expliqué. Il faut payer pour avoir accès à des données climatiques. Donc, les données climatiques, c'est quoi? Ce sont les températures, les précipitations au niveau géographique dans toutes les zones, toutes les régions du Sénégal. Donc, ces données, si on parle au niveau des pays européens, des pays asiatiques, américains, ce sont des données qui sont accessibles à tous. Là-bas, ils font la promotion de ce qu'on appelle open data. Donc, rendre les données ouvertes, permettre au public de pouvoir y accéder et puis faire des analyses. Maintenant, ici au Sénégal, c'est un peu problématique, mais les organisations, pour permettre de faire avancer les choses, qu'on puisse améliorer l'intelligence artificielle, l'écosystème, développer des solutions, peuvent utiliser les techniques de modèles synthétiques. S'ils ne veulent pas partager directement les données au public, ils peuvent générer des données synthétiques et puis comme ça, les passionnés d'IA, de data science pourront vraiment utiliser ces données et puis faire de bonnes choses quand même avec ça. Donc voilà, c'était tout pour la présentation. J'espère que je n'étais pas trop long. Si vous avez des questions ou bien des interrogations ou bien des suggestions, la parole est ouverte. Merci Sandrine. La parole est à toi. Ok, merci M. Ousmane de cette belle présentation. Maintenant, sur la phase des questions-réponses, je ne sais pas si les participants ont des questions. Ils peuvent lever la main ou écrire dans le chat. Mais il y a déjà des questions dans le chat. Ok, je vais. Il y a une personne qui demandait où on peut trouver, M. Gaïma Gaba, qui demandait où on peut trouver les données. Pardon, je n'ai pas bien entendu. On peut trouver les données. Quel type de données? Donc, je ne sais pas si je peux lever la main pour... Ah, ok. Si peut-être la question, c'est dans le sens où on peut utiliser, où on peut trouver des données pour s'exercer, par exemple. Si la question est dans ce sens, comme la base de données que j'ai utilisée lors du webinaire, il y a des plateformes qui sont comme Kaggle, par exemple, GitHub. Google également a une plateforme. Bon, je pourrais mettre le lien dans le chat, où il y a beaucoup de données qui sont disponibles concernant tous les secteurs d'activité, beaucoup de thématiques, et qui sont mis en open pour permettre au public, aux data scientists, aux gens qui souhaitent s'exercer, d'y avoir accès. Parfois également, ce que font les organisations, c'est qu'ils organisent des hackathons. Donc, si vous remarquez bien, sur Kaggle, souvent, on organise des hackathons où il y a vraiment des milliers de dollars qui sont misés. Une organisation vient et met ses données. Et puis, celui qui arrive, par exemple, à développer le meilleur modèle remporte la mise. Maintenant, c'est une compétition entre tous les data scientists du monde. Chacun travaille et puis à la fin, comme un hackathon, hein, l'organisation va statuer et puis choisir le meilleur modèle ou bien la meilleure innovation. Puis le data scientist pourra remporter le prix. Donc, si c'était dans ce sens où on peut trouver des données, il y a beaucoup de repos. Je vais mettre Kaggle, parce que Kaggle, quand même, c'est une référence dans le domaine. Mais il y en a d'autres également, si vous allez sur GitHub, Google également. Donc, il y a beaucoup de données qui sont disponibles, que ce soit dans la santé, la finance, le e-commerce, voilà, entre autres, climatique également. Il y a beaucoup de données qui sont disponibles. Au niveau des universités américaines également, ils ont des repos où ils partagent souvent les données de recherche qu'ils utilisent. Et puis, si on regarde un peu en Afrique, il y a Data Science Africa ou Elwazi. Voilà, Data Science Africa avec Elwazi. Ils ont une plateforme de partage de données où vraiment il y a beaucoup de données un peu partout en Afrique qui sont stockées là-bas. Maintenant, si vous faites la demande, vous avez la possibilité d'accéder à certaines données qui ont été collectées en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Maroc, entre autres. Donc,
c'était un peu pour répondre à cette question sur où on peut trouver des données. Il y a beaucoup d'options quand même. Ok, merci beaucoup pour la réponse. J'espère que la personne qui a posé la question a trouvé satisfaction. D'autres questions? Oui, je vois une question de Mokhtar qui dit payer pour des données climatologiques. Oui, tout à fait, c'est le cas. Ici au Sénégal, si je ne me trompe pas, c'est au niveau de la SECNA, mais c'est le cas. Les données climatiques qui ont été recensées, par exemple, sur les 20 dernières années, sur toute l'étendue du territoire au Sénégal, pour y accéder, ce n'est pas gratuit. Il ne s'agit pas juste, par exemple, de faire une demande ou bien d'avoir, comme souvent on appelle au Sénégal, avoir un link, une connaissance au niveau de cette institution. Il faut payer. Même si c'est pour à des fins de recherche, c'est payé. Donc, actuellement, il y a un plaidoyer qui est en train d'être fait au niveau de l'écosystème, que ce soit sur Galsen AI ou bien AI Hub Sénégal. Les gens sont en train de faire des plaidoyers pour que ces données puissent être accessibles au public. Donc, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas. Pour avoir accès aux données climatiques, ce n'est pas open, c'est payant. Ok, merci. D'autres questions? Ok, il y a une personne. Ok, Madame Mandara. Elle demande, est-ce qu'on peut générer des données synthétiques à partir de données synthétiques? Est-ce que le modèle a une certaine connaissance sur ce qu'on lui fournit comme données ou est-ce qu'il considère simplement que l'on lui donne ce qu'on lui donne? Bon, pour la première question, tout à fait, c'est tout à fait possible. Hein? Est-ce qu'on peut générer des données synthétiques à partir de données synthétiques? Techniquement, c'est possible, mais est-ce que le rendu sera... Parce que c'est comme en mathématiques, on fait une dérivée, puis on fait une seconde dérivée sur les dérivés qu'on a déjà effectués. Donc, techniquement, c'est possible. On peut générer des données synthétiques à partir de données synthétiques. Mais est-ce qu'on ne va pas s'éloigner de la réalité également? Donc, c'est ça un peu le dilemme. Maintenant, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, une fois que vous avez généré des données synthétiques, il ne faut pas générer les données synthétiques et aller voilà, dire que voilà, je vais faire une publication, je vais faire des analyses de données, je vais faire un papier sur ça. Il faut évaluer. Voilà, comme en général dans le domaine de l'IA ou bien du machine learning. Parce que dans le processus, c'est un entraînement du modèle. Donc, une fois que la phase d'entraînement est bouclée, il faut évaluer les prédictions qui ont été effectuées. Donc, pour évaluer ces prédictions, il y a des indicateurs. J'ai donné l'exemple tout à l'heure avec les différentes distributions pour voir entre les données réelles et les données synthétiques. Est-ce que les données qui ont été générées, les données synthétiques, ça rapproche de la réalité, oui ou non? Donc, ces métriques et ces indicateurs pourront nous permettre d'avoir une réponse là-dessus. Maintenant, par rapport à la seconde question, est-ce que le modèle a une certaine connaissance sur ce qu'on lui fournit comme données? Oui, tout à fait, c'est le cas parce que ce sont, en fait, comme je l'ai expliqué, avec les deux principaux composantes, le générateur et puis le discriminateur. Tous les deux, ce sont des réseaux de neurones. Donc, les réseaux de neurones artificiels, les modèles de deep learning apprennent. Donc, c'est un peu comme aujourd'hui l'intelligence artificielle avec ChatGPT qui apprend. Quand vous entamez une discussion avec ChatGPT, vous lui posez une question. ChatGPT vous fournit une réponse. Mais elle ne se limite pas à vous fournir une réponse. Elle apprend de ce que vous lui avez transmis au départ. Et au fur et à mesure que vous avez une conversation, la conversation continue avec ChatGPT. ChatGPT affine ses réponses en fonction des réponses qu'il vous avait données auparavant et des questions que vous lui avez posées auparavant. Donc, ici, c'est un peu le même, plus ou moins le même principe. Mais effectivement, les modèles ont une certaine connaissance des données qu'on leur fournit en entrée. Maintenant, il y a toujours ce risque de surapprentissage. Voilà, donc il y a quand même des techniques pour parer à cela. Donc, voilà, donc c'était pour cette question, c'est bon. Maintenant, je vois que Luc a levé la main. Donc, Luc, Sandre, normalement, il peut prendre la parole. Bien. Oui, monsieur Luc, allez-y.
Ok, merci beaucoup à Ousmane pour sa brillante présentation qui a été très enrichissante sur les données synthétiques. Monsieur Ousmane, vous avez parlé de la génération des données pour, je vais dire, à deux objectifs, que ce soit pour les données totalement synthétiques ou semi-synthétiques. Ouais. Maintenant, ma question est... j'ai deux questions en fait qui sont très liées. Ouais. La première, est-ce que on peut utiliser les données synthétisées de façon semi-synthétique en fait? Est-ce qu'on peut utiliser cette donnée semi-synthétique pour appliquer des modèles statistiques classiques? Du genre, utiliser ces modèles semi-synthétiques pour appliquer des modèles statistiques comme la régression de Poisson ou la régression logistique simple. Ou bien, lorsqu'on fait la génération de ces données, c'est uniquement pour la data science et le machine learning. Donc, c'est la première question ou bien ce sont les... Il y a une autre question ou bien c'est bon? Oui, ce sont les deux. Voilà. Donc, l'utilisation des données synthétiques, c'est pour parer au blocage qu'on peut faire face quand on a les données réelles. Si aujourd'hui, M. Luc, vous êtes dans le domaine de la santé, vous avez des données de patients sur, par exemple, le COVID ou bien actuellement on parle de Mpox, voilà. Vous avez des données sur le Mpox qui est une maladie d'actualité actuellement. Ce sont des données sensibles et ce sont des données actuellement qui se font rares. Il y a peu d'organisations ou de pays qui peuvent se targuer d'avoir des données en quantité sur cette nouvelle maladie. Mais vous ne voulez pas courir le risque d'exploiter ces données parce que ce sont des données sensibles. Et comme je l'expliquais tout à l'heure avec la gouvernance des données, la gouvernance des données implique une certaine rigueur dans l'exploitation des données. Si les données sont hypersensibles, il y a des policies, des procédures qui exigent qu'on n'a pas le droit d'exploiter ces données ou bien on n'a pas le droit de les partager. Maintenant, pour, entre guillemets, contourner cet obstacle, on peut générer des données synthétiques. Les données synthétiques ont moins de contraintes que les données réelles. Donc, on peut contourner cet obstacle et puis générer des données synthétiques et puis faire les exploitations, les analyses avec. Maintenant, l'autre souci, c'est que si vous voulez le publier sur un journal scientifique ou bien en termes de crédibilité, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est le débat qui existe actuellement. Donc, souvent, les gens disent que bon, les données synthétiques, en réalité, ce ne sont pas des données réelles. Bien vrai que ça se rapproche de la réalité ou bien c'est copié à l'identique aux données réelles, mais ça reste des données qui ont été entraînées sur des modèles. Et nous savons tous que les modèles ne sont pas parfaits ou bien ne prédisent pas à 100%. Donc, il y a ce débat actuellement pour dire que est-ce qu'on peut utiliser les données synthétiques pour vraiment faire des exploitations réelles. Donc, actuellement, c'est un débat et puis, bon, c'est un peu compliqué. Mais avec le temps, comme avec l'intelligence artificielle, il y a quand même des personnes qui sont en train de faire un plaidoyer pour que ces données synthétiques puissent être exploitées. Tout à l'heure, j'ai parlé de réglementation. Donc, d'un pays à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre, la réglementation diffère. Il y a certaines choses où tout ce qui est comité d'approbation peut accepter ou pas. Donc, à votre niveau, si demain vous devez utiliser des données synthétiques pour faire une publication, par exemple, peut-être faudra voir au niveau Cameroun qu'est-ce qui se fait. Est-ce que sur le plan juridique, sur le plan éthique, c'est permis ou bien il y a un vide juridique? Est-ce que le comité éthique accepte cela, oui ou non? Mais si ça ne pose pas de problème, tant mieux. Si ça pose un problème, voilà. Donc là, il faudra faire un plaidoyer pour pouvoir utiliser les données synthétiques dans la vie réelle. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Luc? Parfait. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Monsieur Konaté a levé la main. Tu peux prendre la parole. D'accord. Merci bien, Madame Mademoiselle Sandrine, pour la parole. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane, pour la présentation succincte et vraiment compréhensive et claire.
Ma question porte sur un élément important aussi, à savoir, pouvez-vous revenir sur les critères de validation d'un modèle de données synthétique? Vous avez tantôt parlé d'interopérabilité, en fait. Je sais qu'il y a plusieurs autres éléments. Déjà, vous pouvez revenir, si vous pouvez revenir plutôt sur l'interopérabilité du modèle de données synthétiques, également les autres critères de validation d'un modèle de données synthétique, en fait. Voilà, tout à fait. Merci, M. Konaté, pour cette question. Lors de la section démo, j'ai évoqué les distributions. Donc, si on ressort des distributions de différentes variables et qu'on souhaite... il y a une question, bon là, je vais y répondre après. Et qu'on souhaite... qu'est-ce que je voulais dire? Et qu'on souhaite, voilà, on souhaite comparer les données synthétiques. Voilà, exactement, les différentes bases de données. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple des distributions avec aussi bien les variables catégorielles que les variables numériques. Donc, ça, c'est un exemple d'indicateur aujourd'hui qui permet de comparer si les données synthétiques que nous avons générées font l'affaire oui ou non. Un autre exemple que je peux donner, dans le processus du machine learning classique, quand on utilise des données pour faire de la prédiction, une fois que la phase de prédiction est effectuée, il y a une phase test où on utilise de nouvelles données et puis on fournit ces données au modèle pour voir est-ce que le modèle va pouvoir apprendre correctement, oui ou non. Donc, c'est un exemple qui pourrait vous permettre de faire des tests, c'est-à-dire que si vous faites les distributions entre les données synthétiques et les données originaux et que vous remarquez que voilà, vous avez une bonne distribution qui est parfaite et tout. Demain, sur cette même base de données, il y a de nouvelles lignes qui sont intégrées. Vous devriez maintenant utiliser ces lignes, générer à nouveau des données synthétiques et voir est-ce que vous aurez les mêmes distributions, oui ou non. Donc là, ça vous permet de savoir si votre modèle généralise bien ou bien votre modèle risque, il y a l'effet de surapprentissage. Maintenant, au niveau de l'équipe qui a développé ces différents modèles, ils sont en train actuellement également de travailler sur des KPI, des indicateurs pour pouvoir juger et puis voilà, permettre dans quel cas où vraiment les données synthétiques que nous avons générées sont des modèles qu'on peut utiliser à des fins beaucoup plus avancées pour la prise de décision, par exemple, oui ou non. Mais ces données synthétiques également ont des limites. Actuellement, si on a des données de suivi, par exemple, avec les données synthétiques actuelles, c'est pas possible. Par exemple, si au lieu d'avoir 760 patients qui sont venus juste une fois, ils ont juste fait une visite, là, ça fait l'affaire. Maintenant, si on a une base de données où les patients ont effectué, par exemple, plusieurs visites, là, ça pose problème pour ces données synthétiques. Si je prends l'exemple, si je sors un peu de l'exemple de la santé, je prends l'exemple de la finance. Une banque a une base de données de ses clients. Les clients font plusieurs opérations. Avec des données synthétiques, si on a juste la base de données des clients, on peut générer facilement des données synthétiques. Mais si on veut intégrer l'aspect répétabilité, avec répétition, avec les différentes opérations que font un client ou bien plusieurs clients, là, les données synthétiques ne pourront pas apprendre correctement. Actuellement, c'est une limite. Mais quand même, l'équipe qui a développé ces modèles sont en train de travailler sur d'autres types de modèles qui pourront permettre de gérer ces différents aspects. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question ou bien... Merci beaucoup, monsieur Ousmane. En tout cas, j'ai beaucoup appris. Ça veut dire qu'en plus des distributions par rapport aux données synthétiques qui ont été, en tout cas, éjectées, plutôt encore développées, on peut tenter de faire une prédiction avec ces données synthétiques-là et comparer les prédictions aussi des données originaux pour voir est-ce que ça se joigne un peu plus pour confirmer que si en fait les données synthétiques sont bons ou pas. Tout à fait. Effectivement, ce sont des choses qu'on peut facilement faire. Si, par exemple, demain, vous faites du machine learning, vous pouvez faire du machine learning avec les données originaux et les données synthétiques. Et puis comparer les résultats. Tout à fait, c'est bien possible. Merci bien. De rien. Je pense que si, comme
avez dit que les concepteurs du CityGang sont en train de développer des KPI. Je pense que si on arrive à des KPI qui sont stables, qui sont... ça va permettre à ce qu'on puisse confirmer ces données statistiques comme des bonnes données, quoi. Des bonnes données. Tout à fait, effectivement. Merci pour votre contribution. Merci, M. Konaté, pour votre question et contribution. Nous avons une autre question dans le cadre de Abdul Balma. Il demande, dans le domaine de la santé, utilise-t-on les données synthétiques dans le but de rendre anonymes les patients ou c'est juste pour générer de nouvelles données? Ouais, merci pour cette question, M. Abdelaziz Balma. En fait, le fait de générer des données synthétiques n'empêche pas tout ce qui est technique d'anonymisation. Souvent, c'est ce qui est recommandé même, d'effectuer l'anonymisation, voilà, dans un premier temps. Si vous avez remarqué tout à l'heure, la base de données que j'ai utilisée, bon, c'est pas une base de données qui est carrément anonymisée parce que, bon, au niveau de l'anonymisation, il y a plusieurs niveaux, plusieurs paliers. Par exemple, j'aurais pu, au lieu d'utiliser l'âge, utiliser une autre variable appelée tranche d'âge. Donc là, ça me permet d'avoir encore, en termes d'anonymisation, un autre niveau. Mais souvent, c'est ce qui est recommandé, de faire d'abord l'anonymisation des données réelles avant d'aller vers les données synthétiques. Maintenant, le fait d'utiliser les données synthétiques, ça dépend des différentes études de cas ou bien des différentes problématiques que vous cherchez à résoudre. Générer des données synthétiques juste pour générer des données synthétiques, je crois que ce n'est pas intéressant. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec les différentes problématiques de data governance auxquelles nous sommes confrontés, nos organisations sont confrontées en termes de sensibilité, confidentialité ou bien partage des données. Les données synthétiques peuvent être une solution pour faire face à ces différentes problématiques. Merci. Ok, merci, M. Ousmane, pour la réponse. Est-ce qu'il y a toujours des questions dans le cas de M. Mokhtar? Il demande si vous pensez qu'on peut utiliser le générateur issu du couple générateur discriminateur pour le fractionner et faire de la classification, par exemple, sur les mêmes données. Penses-tu qu'on peut utiliser les générateurs pour le fine-tuner et faire de la classification? Bon, je n'ai pas bien saisi la question. Mokhtar, je crois, pouvez-vous prendre la parole parce que je n'ai pas bien compris la question. Fine-tuner et faire de la classification. Mokhtar, vous êtes là? D'accord. Parce que je n'ai pas bien saisi la question. Est-ce que d'autres personnes ont une question, une contribution, suggestion? Bonsoir. Oui. Ok, très bien. Donc, Ousmane, merci. Oui. C'est très clair. Alors, donc, c'est par rapport à ce que tu expliquais tout à l'heure sur le fonctionnement du générateur et du discriminateur. Là, on remarque quelque part que le générateur, quand même, il est en train d'apprendre quelque part la structure des données réelles, et générer plus tard des données synthétiques. Donc, moi, je me disais, est-ce qu'on pourrait peut-être, par hasard, se baser sur ce que le générateur a déjà appris par rapport aux données réelles. Donc, là, on sait que peut-être qu'il a appris quelque chose par rapport aux données réelles et que c'est stocké peut-être parmi ces paramètres. Donc, je me disais, est-ce qu'on pourrait prendre ou bien en profiter de ces paramètres-là qu'il a déjà appris pour donc fine-tuner et faire une autre tâche sur ces mêmes données-là. Donc, une autre tâche comme par exemple de la classification sur ces données ou bien autre chose. Donc, je ne sais pas si c'est un peu clair. Ah oui, je comprends un peu mieux votre question. Donc, si je comprends bien, l'idée c'est que si le générateur, comme vous l'avez bien expliqué, apprend des données,
Est-ce qu'il y a la possibilité, à partir de cet apprentissage qu'il a effectué, de faire de la prédiction? N'est-ce pas? Tout bien? Oui, c'est ça, oui. Voilà, donc en fait, l'idée Oui. du générateur dans son contexte, dans le contexte du CityGAN ou bien du GAN, sa tâche se limite exclusivement à prendre des données pour fournir aux discriminateurs. Donc, l'apprentissage qu'il effectue avec les différentes métriques et tout, si on devait faire de la régression après ou bien de la prédiction, ne serait pas adapté. Parce qu'en fait, ce n'est pas sa vocation, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ah, d'accord, merci. C'est ça, de rien. Je vois qu'il y a une autre question de... Oui, je vais d'abord lire la question dans le chat de M. Aziz. Il demande est-ce qu'on peut l'utiliser pour les problèmes de déséquilibre des données, notamment en classification. Oui, tout à fait, c'est bien possible. En fait, le CityGAN est très puissant pour ça. Gérer tout ce qui est problème de déséquilibre qu'on observe souvent dans les jeux de données réelles. Parfois, on a par exemple, si je prends l'exemple d'une base de données avec des hommes et des femmes, on a un déséquilibre au niveau des modalités ou bien des effectifs, ce genre de choses. Le CityGAN, quand même, est très puissant sur ça. Je l'ai même évoqué lors de la présentation. C'est l'avantage qu'elle a par rapport au GAN. Les modèles GAN traditionnels ne sont pas très puissants par rapport à cet aspect. Mais quand même, le CityGAN est très smart et puis arrive quand même à gérer ce problème de déséquilibre des données. Surtout dans le contexte, comme vous l'avez évoqué, de la classification. Sans aucun doute. Merci pour votre question. Il y a Konaté qui veut prendre la parole, je crois. Merci bien. Je pense que c'était une petite ouverture que vous avez eu à parler par rapport en fait aux époques. Ça veut dire quelque part aussi, dans les années à venir, peut-être que l'acceptabilité des données synthétiques va dépendre aussi de la puissance des machines en fait. Tout à fait. Parce que quelqu'un par exemple qui a une bonne machine, peut-être qu'il peut aller jusqu'à 300, 500 époques et puis pouvoir juger des données qui sont plus acceptées par rapport à une machine qui est faible en fait. Est-ce que c'est des questions qui peuvent, en tout cas dans l'avenir, jouer sur la qualité des données synthétiques, c'est-à-dire la puissance des machines, quoi? Oui, effectivement, c'est une question très pertinente. Vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, c'est le cas même. Vous avez bien vu que pour la démo, je suis allé sur Google Colab. Donc, parce qu'en fait, parfois, j'ai quelques contraintes au niveau de ma machine locale. Donc, j'étais obligé d'aller un peu sur le cloud. Donc, actuellement, c'est une contrainte, mais actuellement, l'équipe qui a développé ces modèles au MIT, ils sont en train de travailler sur des méthodes d'optimisation. Donc, si vous remarquez bien, aujourd'hui, le parfait exemple, c'est l'IA. Donc, les gens disent qu'au fil des années, l'IA sera de plus en plus gourmande en termes de ressources, de compute, de CPU, ce genre de choses. Voilà. Donc, actuellement, les équipes de recherche travaillent sur des méthodes pour voir comment on peut optimiser ces modèles ou bien ces solutions d'intelligence artificielle, de telle sorte que ces modèles deviennent plus performants, mais en contrepartie, moins gourmandes en ressources. Donc, CityGAN également, c'est une des choses sur lesquelles ils sont en train de travailler pour, comme vous l'avez bien dit, éviter d'avoir recours à beaucoup de ressources pour pouvoir générer des données synthétiques. Merci beaucoup. Merci. Parfait. D'autres questions? Je viens de vous partager sur le chat également le lien GitHub. Voilà. Pour l'exemple, je vais vous partager également le site officiel où sont développés ces modèles et puis leur compte GitHub officiel. Si vous voulez avoir plus d'informations sur comment ça fonctionne, les possibilités et tout. Est-ce que c'est possible aussi d'avoir le document pour la présentation? Parce qu'il y a certains qui sont intéressés. D'accord, je le mets tout de suite dans un drive et puis je vous le partage avant la fin du webinaire. OK. D'autres questions?
J'ai une petite couverture, M. Ousmane. Oui. Ça veut dire que nous-mêmes, on peut développer aussi des modèles synthétiques comme CityGang aussi pour pouvoir, en tout cas, générer aussi des données synthétiques. Ça veut dire ça. Ouais, c'est tout à fait possible. Bien sûr, c'est tout à fait possible de développer des modèles voilà, adaptés à notre contexte. Parce que souvent, c'est ce que je dis, tous les modèles qui existent aujourd'hui sont des modèles qui ont été développés par les Occidentaux. Donc, parfois, ce sont des modèles voilà, qui se sont basés sur leur contexte, leurs besoins, leurs données. Donc, c'est bien possible de développer nos propres modèles. Bon, il y a beaucoup de mathématiques quand même, je ne vous le cache pas, derrière. Mais c'est tout à fait bien possible, tout à fait. C'est bien possible. Ça pourrait être quand même une bonne thématique de thèse ou bien de mémoire, quand même. Merci bien. De rien. Donc là, je vais sur le drive. D'autres questions? Question, apport, suggestion. J'avais une petite question aussi encore. C'est par rapport au renforcement des données. Quelqu'un a eu à parler de ça. Par rapport au renforcement des données, ça veut dire que si on a des modèles qui sont, c'est-à-dire des classes qui sont déséquilibrées en fait, ouais. Actuellement, on peut prétendre utiliser les données scientifiques pour pouvoir causer cette classe-là. Ouais, tout à fait. Hein. Avec surtout le CityGAN. En fait, le CityGAN, c'est une variante du GAN qui est vraiment... Son objectif vraiment, c'est de répondre à ce souci de déséquilibre des données, quoi. Donc, le CityGAN est très puissant sur ça. Si vous remarquez bien, même lors de ma présentation, pour certains types de données qui étaient sous-représentées, le CityGAN a pu faire un ajustement de ces données sous-représentées pour rééquilibrer un peu les balances, quoi. Donc, le CityGAN, quand même, est très puissant pour ça. Donc, voilà, c'est une alternative pour vraiment gérer l'aspect déséquilibre des données, quoi. Ouais, ça, sans aucun doute, ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Je pense qu'on va explorer le CityGAN. Ça veut dire que normalement, il y a d'autres paramètres en plus de l'époque et puis des paramètres. Tout à fait, tout à fait. Il y a quand même d'autres paramètres, quoi, pour aller un peu plus en profondeur, voilà. Donc, voilà. Donc là, le drive, c'est bon. J'ai mis le code. Et puis, Merci, M. Konaté, pour vos questions. Il y a une question dans le chat. Une personne qui demande si c'est possible de faire du hyperparameter tuning sur ce genre de modèle. Si c'est possible de faire du hyperparameter tuning sur ce genre de modèle. Du hyperparameter tuning sur ce genre de modèle. Bon, ça, quand même, je ne l'ai pas vu. Parce qu'en fait, le modèle, c'est un peu, comment je vais l'expliquer? C'est un peu un modèle de AutoML. Donc, le modèle est quand même apprendre de lui-même. Il n'est pas très modulable. Non, je ne me souviens pas avoir vu une possibilité de faire du hyperparameter tuning sur ce genre de modèle. Non. Mais quand même, ce sont des choses sur lesquelles on pourrait réfléchir et puis faire avancer ces modèles pour plus de prédictibilité. Donc, je vous ai partagé également le lien Drive où il y a la présentation et puis le code qui a été utilisé pour la démo. Je ne sais pas, Sandrine, si tu peux faire un test pour voir si tu peux y accéder. Donc, une question d'Abdelaziz. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, une autre question d'Abdelaziz, qui dit que lors de la validation, pour respecter la distribution des données, est-il nécessaire qu'elle soit identique à celle de l'ensemble d'entraînement ou peut-on tolérer des légers écarts? Oui, tout à fait. Hein? Comme le machine learning ou bien la prédiction en général, les modèles ne sont pas
100% 100% performant. Donc, il y a de légers écarts quand même. Ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, avec d'autres métriques, si par exemple, vous avez déjà fait du machine learning avec la base de données réelles, tout à l'heure, je crois que c'était, je ne me rappelle plus qui avait évoqué cela. Et puis, vous utilisez les mêmes paramètres du modèle que vous avez utilisé pour faire du machine learning avec les données réelles, avec les données synthétiques. Là, ça vous donnera quand même une idée, mais également avec les tests statistiques, j'ai oublié de la mentionner, ce qui est chi-square ou bien test inférentiel, ça permet d'avoir une confirmation ou une information sur comment est-ce que les données synthétiques quand même se rapprochent des données réelles. Mais pour répondre à votre question, pas forcément identique. Ça, je vous le confirme quand même. Question très pertinente. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aminata, Super Rama, mon Luc a déjà posé des questions. Étienne? Ou bien vous avez tout compris? Ou bien tout est clair? Il y a une main levée. Demba? Étienne, vas-y. Je crois que Étienne a demandé la parole. Oui. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour. D'abord, je félicite Monsieur Ousmane pour sa brillante présentation. Merci. C'était très clair et net. Moi, personnellement, j'ai été agréablement surpris et j'ai beaucoup aimé. Merci. Bon, si j'avais une question, ça serait dans mon domaine, puisque je fais de la bioinformatique. Bon, je sais pas, avec l'intelligence artificielle, comment c'est, par exemple, la bioinformatique, c'est une science de données, juste c'est des données biologiques. Donc, c'est pas comme les données climatiques, parce que dans les données biologiques, ils sont allés trop loin jusqu'à la notation et autres. Bon, c'est des termes un peu techniques, mais je ne sais pas comment on pourrait utiliser, par exemple, l'IA. Je sais qu'il y a des outils bioinformatiques qui ont des touches d'IA, mais si on a, par exemple, des données, on connaît nos données biologiques et on sait les formater, est-ce qu'on pourrait aussi utiliser des modèles ou bien des questions de données synthétiques, données originales pour faire la même chose, générer aussi, parce que aussi en biologie peut-être aussi il y a des données qui sont confidentielles, des données médicales et tout. Générer des données synthétiques, est-ce que c'est applicable dans notre domaine en fait? Pour résumer la question, est-ce que c'est applicable? Ouais, merci Étienne pour cette question qui est très importante. Donc, si je comprends bien, vous êtes dans le domaine de la bioinformatique. Donc, la bioinformatique, comme tu l'as bien dit, génère beaucoup de données. Bien vrai que ce ne sont pas les données classiques qu'on a l'habitude de voir, des données JSON ou bien du tabulaire. C'est d'autres formes de données qui sont générées par la bioinf. Je vous confirme qu'avec la bioinformatique, il est tout à fait possible de faire de l'IA avec. Maintenant, le conseil que je peux vous donner, c'est que souvent, c'est ce que je dis aux gens, on ne se réveille pas comme ça et puis un bonjour et puis on dit qu'on va faire de l'IA. Donc, l'IA n'est pas applicable à tout. Et puis, ça dépend surtout de deux aspects très importants. Les données que vous avez en entrée et puis la problématique que vous cherchez à résoudre. Donc, si les données que vous avez en entrée ne vous permettent pas de faire de l'IA, parce que souvent, ce que je dis, c'est que les données derrière doivent avoir un phénomène caché. Maintenant, l'IA ou bien les modèles de machine learning nous permettent de faire ressortir ce phénomène qui est caché
et nous permet de faire de la prédiction avec. Maintenant, s'il n'y a pas un phénomène de prédiction derrière, là, ça va être compliqué. Un autre aspect également